Donc bonjour à toutes et à tous pour le cas où on n'aurait pas vu certains d'entre vous dans la marche contre le pont et son monde. Donc on va commencer cette commission d'enquête décentralisée, donc commission d'enquête parlementaire qui a commencé ses travaux en septembre et qui les continue notamment la semaine prochaine avec les Assises nationales de la forêt où 120 professionnels vont travailler sur la proposition de loi. Et l'idée de cette commission d'enquête parlementaire, c'est de proposer un modèle alternatif au modèle industriel qui est imposé aux forêts françaises aujourd'hui et de co-construire la loi pour dire la loi, c'est pas l'affaire de quelques-uns, des sachants, des experts, mais la loi, c'est l'affaire de toutes et tous et il y a une question d'intérêt général et cette lutte contre ce grand projet inutile, c'est une lutte pour l'intérêt général, donc ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans la loi pour justement qu'un modèle alternatif, qu'une autre solution existe sur le modèle de forêt actuel qui est absolument destructeur économiquement sur un tissu économique local et de l'emploi, destructeur en termes écologiques bien évidemment, et puis destructeur socialement aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Donc juste pour faire une petite incise au tout départ, un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour organiser à la fois cette marche et cette commission d'enquête décentralisée, et vous dire que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous cet après-midi, donc merci beaucoup. Et donc on va commencer cette commission d'enquête délocalisée par une introduction et je vais peut-être vous laisser commencer ça. En tout cas, merci à vous d'être là. Eh ben, merci à toi et à tous d'être venus aussi. On va commencer en vous lisant un petit bout de texte de ce bouquin, Main basse sur nos forêts de Gaspard Dalens. Parce que ça nous a semblé particulièrement adéquat au vu de ce qu'on a vécu ces dernières semaines et derniers mois pour poser un peu un cadre d'expérience partagée, puisqu'en fait ça, voilà, comme vous allez voir, ça parle d'autres luttes, ça parle d'autres luttes, mais ça parle vachement de ce qu'on a pu vivre aussi. Voilà, donc on vous propose ces 5 petites minutes de lecture avant de commencer l'audition. Gaspard qui est auteur et journaliste et à l'initiative avec Mathilde Panot du lancement de cette enquête parlementaire. Tout à fait. Tout à fait. Un front contre les bétonneurs. Septembre 2018. À Kolbsheim, en Alsace, alors qu'au loin le fracas des machines se mêle au bruit des arbres que l'on déracine, le maire brûle son écharpe tricolore. « J'ai honte de ma France », dit-il. « C'est la 4e fois que je me fais gazer dans mon village. On arrête des gens parce qu'ils chantent et défendent un morceau de forêt. Je suis écœuré. » Germaine, 89 ans, s'adresse aux gendarmes, les mains agrippées à son déambulateur. Un masque lui couvre une partie du visage pour se protéger des lacrymogènes. « Vous faites votre métier, mais cela me fait mal au cœur. Tous ces camions qui doivent passer ici, la pollution de l'air, ces centaines d'hectares qui vont être rasés, quel avenir nous laissez-vous ? À côté, les bulldozers de Vinci aplanissent déjà le sol dans une traînée de poussière. Sous le poids des chenilles et les coulées d'asphalte, tout s'efface et se lisse. Les arbres, le passé, la résistance. Bientôt défileront les voitures, un flux ininterrompu, comme une balafre dans le paysage. Mais les automobilistes sauront-ils qu'ils roulent sur les vestiges d'un monde ? En lieu et place du goudron et de cette station Total où l'on vend des sandwichs triangles et des canettes Coca-Cola, se trouvait une vieille forêt érigée dans la lumière. On l'on récoltait du bois pour se chauffer, où l'on se promenait, où l'on flânait. La clim et la radio allumées, coupées dans nos bulles de vitesse, pourront-ils seulement imaginer et sentir quelque chose ? Ou bien franchiront-ils ce territoire comme on traverse un désert, le regard distant, sans émotion aucune, avec cet air d'homme pressé propre à notre époque. Il y avait pourtant une forêt, avec ses oiseaux, ses insectes, même le grand hamster. Mais tout a disparu en quelques jours sous les assauts des bulldozers. Il n'y a que dans Macbeth de Shakespeare que les arbres se révoltent. Ici, ils craquent, ils tombent et fouettent le sol quand ils s'écrasent, dans un râle assourdissant, sans panache, sans défense.
Certains opposants ont bien essayé de s'enchaîner aux machines, mais ils ont subi des interdictions de territoire, de la prison avec sursis, quand ils n'ont pas reçu des gaz ou été molestés par des gendarmes. D'autres ont fait une grève de la faim pendant 30 jours. Vinci est un rouleau compresseur, la machine avance, elle nivelle, elle arrase, elle déblaye. Et partout en France, la forêt se retrouve en première ligne face aux aménageurs. À Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne, un bois est englouti pour la construction d'une galerie marchande de plus de 150 enseignes, avec 2 hypermarchés et des parkings. À Bourgoin-Jallieu, dans le nord de l'Isère, 9 hectares sont sacrifiés pour un centre commercial. En Gascogne, à Tos, un Golf XXL de 45 trous. En Aquitaine, une ligne à grande vitesse doit relier Bordeaux-Toulouse. 630 hectares du parc naturel des Landes risquent de partir en fumée. Mais rassurez-vous, dans son dossier de maîtrise d'ouvrage, la SNCF Réseau y utilise plus de 1200 fois le terme développement durable. Dans les Hautes-Alpes, les lignes à très haute tension quadrillent les montagnes, tissent des toiles de câbles électriques entre les cimes, 365 nouveaux pylônes vont couvrir la vallée de la Durance et au passage défricher de larges bandes de forêt. Partout, on artificialise le vivant. On le fossilise sous une couche de béton et de géotextile, pétrifié à jamais. Le visage du capitalisme. Nous vivons une époque où le capitalisme, tout en étant omniprésent dans nos vies, se rend insaisissable. Il est partout, mais nous peinons à l'agripper tant il nous échappe, à travers le flux abstrait des transactions financières et le ciel numérisé de la mondialisation en cours. Les grands projets qui dévastent les forêts nous donnent, à l'inverse, une prise concrète. Ils matérialisent l'avidité du système. Ils l'incarnent de manière physique et palpable. Les bloquer, comme le disait un opposant, est aussi essentiel que faire grève dans une usine. C'est affronter l'usine monde. Ici, les racines de l'oligarchie qui gouverne se déterrent aisément. Elles se retrouvent à visage découvert. La classe des défricheurs est un petit milieu clos, peuplé de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques et de grands cadres et de cadres de grandes entreprises. Bernard Hagelstein, le préfet de la Loire-Atlantique qui a relancé le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ne s'est-il pas reconverti ensuite chez Vinci, le concessionnaire du même projet? Le conseiller transport de Manuel Valls, qui a poussé à la construction de l'autoroute GCO au grand contournement ouest. Louis Crocard n'était-il pas lui-même un ancien de Vinci? Parfois, les mafieux s'en mêlent, près de Moscou, alors que Vinci, encore elle, aimerait raser la forêt de Khimki pour faire passer une autoroute. Des associations soupçonnent la multinationale d'avoir blanchi de l'argent et corrompu des fonctionnaires russes. Ce petit monde méprise des lois et mène une politique du fait accompli. Partout, les forêts tombent dans l'illégalité. À Sivins, le bois du Testet avait déjà disparu depuis 1 an quand la déclaration d'utilité publique a été annulée par la justice. Pour le GCO, la déforestation avait commencé avant le résultat des recours juridiques, alors même que certains par la suite ont été victorieux. La démocratie participative est un leurre. Malgré 7 avis négatifs du Conseil national de la protection de la nature, de l'autorité environnementale et de l'Agence française pour la biodiversité, le gouvernement a quand même donné son feu vert, s'indigne un opposant. À Bure, le défrichement du bois-le-jus, durant l'été 2016, a débuté sans autorisation puis a été jugé illégal. Trop tard. Au lieu d'attendre la fin des examens juridiques, l'agence chargée de la gestion des déchets radioactifs avait préféré construire un mur, lui aussi illégal, de 2 km de long autour du bois. En parallèle, dans son laboratoire protégé par des barbelés, l'agence proposait, et c'est bien réel ce qu'on va vous dire, proposait aux enfants et aux classes primaires une magnifique exposition découverte en forêt, avec des arbres en plastique et des vigiles à l'entrée. Face à tant de déni, que reste-t-il aux opposants si ce n'est une forme d'autodéfense? Une résistance sur le terrain, un acte de sabotage franc et massif. Le 15 août 2016, l'enceinte de l'Andra autour du bois-le-jus s'écroulait sous les hurrahs de la foule. On tirait sur les cordes, on tapait à coups de masse sur les pans de mur. Le béton mordait la poussière. La forêt était enfin libérée. Et dans la sueur des corps, l'entremêlement des voix, la multiplicité des gestes, un cri familier, à nouveau, s'éleva. Et la forêt, elle est à qui? Elle est à nous. Et la forêt, elle est à qui? Elle est à nous. Et la forêt, elle est à qui? Elle est à nous. Merci.
Bien sûr. Les pages. Les pages là. Voilà, parce que j'en prends qu'un. Il n'y a pas de sur souci. trois. Vas-y, D'accord. tu vas trouver, c'est en cornet. Ok, merci. Alors il faut parler maintenant. Passer après ça. Mais on avait envie de vous lire ce texte-là parce qu'on trouve qu'il résume finalement très bien à quel point tous ces, ce qu'on appelle dans notre vocabulaire de zadistes, les grands projets inutiles et imposés, les GP2I, en fait c'est toujours la même histoire qui se joue. C'est la même histoire qui est en train de se jouer ici. À chaque fois pour des échelles, avec des enjeux locaux différents, mais au fond c'est toujours la même machine qui avance et qui ne regarde pas sur ce qu'elle fait sur son passage. On avait envie quand même de commencer, avant de rentrer dans le fond du sujet, de faire un peu un état des lieux local, plus pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe ici. Accueillir une commission parlementaire délocalisée, c'est aussi arriver sur un territoire. On n'atterrit pas comme ça sur un territoire. C'est pas en quelques heures qu'on atterrit sur un territoire dans tous les cas, mais on peut là maintenant essayer de faire un peu un travail c'est pour vous accueillir en fait qu'on a pensé à ça pendant un quart d'heure, 20 minutes là maintenant. Juste prendre le temps avec Fabrice Tassard et Denis Miège, qui sont deux citoyens, acteurs locaux, qui agissent sur des terrains différents. Fabrice Tassard, bon, je vais vous laisser vous présenter, en fait, ça va être plus simple. Voilà. On voulait faire un tour avec vous parce qu'on pense que, en tant que Fabrice ayant lutté contre un projet avec d'autres ici présents d'ailleurs, hein, le projet de Décathlon l'année dernière, et Denis, en tant que naturaliste professionnel qui arpente les terres du Val-de-Loire depuis plus de 30 ans, on pouvait là déjà arriver en un petit moment à essayer de faire dresser un petit tableau de ce qui se passe aussi pour l'archive de l'enquête parlementaire. Je pense que c'est intéressant. Je sais pas, Fabrice, tu veux commencer peut-être? Ouais. Tu te présentes et puis. Merci. Donc bonjour, donc effectivement je m'appelle Fabrice Tassard, je suis président de l'association qui s'appelle Pour un site préservé entre Loire et Forêt. Pour ceux qui ne connaissent pas, on s'est constitué en 2012 au début pour lutter contre un centre commercial sur des terres agricoles et des bois, et notamment des zones humides. Ça a duré pendant à peu près 6 ans avant que le promoteur jette l'éponge, mais le combat a été, on va dire, juste mis en pause pour l'instant, puisque la métropole compte bien bétonner ces terrains. Voilà, donc en introduction, on nous a demandé de dresser un tableau des politiques locales en termes d'aménagement du territoire et de la situation écologique. Donc, je vais faire un peu moins littéraire que le texte qu'on vient de lire et je vais vous donner pas mal de chiffres en essayant de ne pas vous noyer non plus. Je vais centrer sur ce qui se passe en termes d'aménagement du territoire sur la métropole, parce que nous maintenant, à SPLF, on a bien compris que Orléans s'étant constitué en métropole, tout ce qui est urbanisme en fait a été aspiré en compétences au niveau de la métropole et tous les enjeux sur l'aménagement du territoire s'y décident. Donc là, à Mardier, on est limite, hein, c'est la dernière commune des 22 ou 23, je ne sais jamais, communes de la métropole. Et donc, le pont n'est pas sans rapport avec elle. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'artificialisation, parce que c'est vraiment l'enjeu principal sur les impacts écologiques, avant même la nature des projets, c'est leur emprise en fait sur les milieux écologiques. Donc entre 1995 et 2016, là je vais vous citer des chiffres du SCOT, donc le schéma de cohérence et d'orientation territoriale d'Orléans, et qui fait un diagnostic de ce qui a été fait ces 20 dernières années, et ensuite il propose des perspectives pour les 20 prochaines. Donc entre 1995 et 2016, ce sont 1343 hectares de zones agricoles qui ont disparu sur le territoire des 22 communes, ainsi que 142 hectares de zones naturelles, donc ce qui inclut les bois et des espaces jugés en friche ou en tout cas non agricoles. Donc ça paraît à la fois gros ou pas beaucoup, ça dépend à quoi on le compare. Aujourd'hui, donc ça c'était jusqu'en 2016, et avec le nouveau SCOT, donc ils ont décidé, étant apparemment fort contents de ce bilan, de continuer dans cette direction et d'artificialiser 845 hectares de plus en zone agricole et naturelle, en englobant le tout. Dans le but d'accroître la population d'Orléans au-delà de 300 000 habitants. Donc il prévoit de construire notamment, et ça va être le deuxième point de mon exposé, entre 20 et 24 000 logements supplémentaires.
ce qui correspond à peu près à de l'ordre de 50 000 habitants. Et puis à peu près 250 hectares de zones industrielles, commerciales et d'activités diverses. Et d'équipements, voilà, parce que bien évidemment, quand on construit du logement, si les gens arrivent, on ne peut pas simplement se contenter de construire du logement, il va falloir évidemment leur trouver un emploi, donc construire des zones d'activité et tous les équipements de services publics qui vont aller avec, et les infrastructures, notamment des ponts, par exemple. On vient à Olivier Carré, le président de la métropole, qui dit, alors même s'il n'est pas le promoteur du projet, il est très content que ce pont se fasse, puisque ça va délester le trafic, selon les études qui ont été menées, de 37% du pont le plus à l'est d'Orléans, qui aujourd'hui est quand même assez saturé aux heures de pointe. Donc ce pont se délestant de 37% de son trafic, ça va permettre à la métropole de continuer à grandir, grosso modo. Parce que ça serait compliqué d'accueillir 50 000 habitants de plus sans que les infrastructures, donc les trois ponts en fait, d'Orléans, soient complètement saturés. En fait. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est pour la dynamique qui est en cours. Mais après tout, on pourrait se dire, bon, effectivement, dans l'esprit de tout le monde, la population augmente, donc pour construire des logements, c'est un petit peu logique, on ne va pas laisser les gens à la rue, etc. Donc parlons-en du logement, puisque c'est le premier consommateur de terre hein, sur la métropole, mais aussi au niveau national. En fait, j'ai combien de temps, j'avais dit bon. Vas-y. Bon, alors, j'essaie d'aller droit au but. Donc aujourd'hui, sur les 845 hectares qui comptent bétonner, il y en a 600 pour le logement. C'est les 2 tiers. Alors que Orléans a un taux de logement vacant qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc ça paraît étonnant à première vue. La moyenne nationale, c'est 8%. Orléans est à 10,5% pour le centre-ville, 9% sur la métropole. Donc finalement, ça correspond quand même à un nombre de 12 000 logements vides. Donc finalement, c'est quasiment la moitié des objectifs de construction qui pourraient être atteints simplement en rénovant en fait, les logements vacants. En tout cas, il y a le potentiel pour ça. Voilà, oui, aujourd'hui, il y a une étude de l'INSEE qui a été centrée sur le logement vacant en région centre, mais qui nous parle aussi de la métropole. Et donc, c'est intéressant de les comparer avec les chiffres de croissance démographique. Donc, on a aujourd'hui une population qui croît, alors entre 2010 et 2015, c'était plus 0,4% par an dans la région centre, alors que le taux de vacances était de plus 4%. Donc, en gros, on construit à peu près en région centre de l'ordre de 4 fois plus de logements que la croissance de la population. Alors ça finit par se voir. Donc il y a en fait trois zones géographiques qui ont chacune des dynamiques particulières sur le problème du logement. Il y a en fait les centres des métropoles qui sont en train de siphonner en fait toute la population des zones périphériques ainsi que l'activité et qui paradoxalement ont énormément de logements vacants. Tout simplement parce que c'est là qu'on construit le plus et on construit beaucoup plus vite que le nombre d'arrivants. Ensuite, on a une deuxième zone géographique qui est donc cette zone dite périphérique, on va dire de l'ordre de 20-30 km autour de la métropole, où là, on a construit du périurbain à mort. C'est un des endroits qui s'est aussi le plus bétonné, et il y a très peu de logements vacants finalement. Parce qu'il y a des gens qui, pour profiter de la qualité de vie de la campagne, achètent et profitent de la tangentielle, notamment pour notre territoire, pour travailler sur Orléans et vivre dans la campagne. Et ensuite, il y a une troisième aire géographique qui a une dynamique particulière, c'est ce qui est au-delà de l'aire d'attraction de la métropole, où là, en fait, on est trop loin pour pouvoir faire les trajets domicile-travail quotidien. Et là, en fait, on a une vraie désertification. On a des taux de logement vacants qui parfois dépassent les 20%, notamment dans le sud de la région, dans l'Indre, dans le Cher. Voilà. Donc tout ça pour le relier à quoi? Le relier à deux choses, c'est que le pont, en fait, est un des éléments de la dynamique d'aménagement du territoire en cours. Donc en gros, on est en train de siphonner toutes les zones vraiment lointaines. Donc on essaie de concentrer les gens sur la métropole. Pour ça, puisqu'on finit par saturer ses propres équipements, je les exporter dans les zones périurbaines. Donc ça c'est pour la dynamique. Et après, si on le relie aux autres documents d'urbanisme qui aujourd'hui parlent beaucoup d'environnement,
On a également le plan climat air énergie du territoire sur Orléans, qui est censé suivre la loi, c'est-à-dire depuis le mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, parvenir à la neutralité carbone en 2050, assortie d'un facteur 6 sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Chose particulièrement ambitieuse, qui remet en cause en fait totalement la manière de se déplacer, d'habiter, de travailler, de produire, de consommer, etc. Et en fait, l'atteinte de cette neutralité carbone, notamment sur la métropole, elle est impossible à atteindre sans arrêter, mais tout de suite, l'artificialisation des sols. Ce qui est une part, en fait, notamment des forêts et des sols agricoles qui sont des potentiels puits de carbone, et que ça ne suffira pas, en fait, de baisser les consommations pour arriver à cette neutralité. Donc, commencer à essayer d'atteindre un objectif de neutralité en continuant de détruire, en fait, ce qui permet de l'atteindre, paraît assez compliqué, a priori. Voilà, je ne vais pas être plus long. Si juste un petit chiffre intéressant, j'ai des documents d'ailleurs, je pourrais vous laisser là-dessus. En fait, on bétonne de plus en plus tout en réduisant le nombre d'emplois à l'hectare. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait se dire finalement, bah, oui, on a continué à bétonner, on a aussi créé beaucoup d'emplois, ou délocalisé beaucoup d'emplois, disons, des communes périphériques sur Orléans. Et en fait, on a une belle étude aussi de l'INSEE qui montre que sur la moyenne de toutes les communes de la métropole, on a une diminution du nombre d'emplois à l'hectare, et donc finalement, on a bétonné, mais c'est pas sûr qu'on ait créé des emplois. Voilà, je voulais finir là-dessus. Je me présente rapidement. Donc, Denis Liège, je suis là plutôt à titre personnel. J'aurais bien voulu la jouer collective, comme on dit. Voilà, mais c'était pas vraiment possible. Bon, je n'ai pas préparé spécialement, un petit peu quand même avec mes petits collègues à droite. Voilà. Alors, je connais assez bien le milieu forestier. En fait, on me demande d'intervenir en tant que connaisseur du milieu forestier. Bon, je ne suis pas forestier toutefois. Je suis animateur guide naturaliste. Ma fonction, c'est une forme d'enseignement. Ça, beaucoup d'entre vous ici, je me connaissent et ils le savent. Donc, j'interviens beaucoup auprès des écoles. Donc, mon travail, c'est avant tout une sensibilisation à la protection de la nature et de l'environnement. Et c'est en la faisant découvrir cette nature, et donc notamment la forêt. Donc, je connais aussi assez bien les différents moyens d'exploiter la forêt. J'ai mon opinion là-dessus par rapport à ma connaissance sur l'écologie de la forêt ou des forêts en général. Donc, voilà, donc je pourrais dire des choses là-dessus. Par contre, au niveau statistique, donc, je n'ai pas d'éléments particuliers. Je ne me prétends pas non plus expert des forêts du Loiret. Voilà, je les pratique pour le plaisir ou dans le cadre professionnel. Une chose importante, sachez que je ne représente absolument pas mon employeur, donc l'association qui m'emploie, qui est une association d'études et de protection de la nature qui s'est donné une vocation départementale. Ah, ça, il faut bien que ça soit sûr. Voilà. Sinon, j'adhère à Mardival, j'adhère à l'Abside depuis le début, parce que l'Abside, une association, une toute petite association sur Darbois qui a réuni à l'époque un peu plus de 100 personnes contre le projet qui nous concerne, donc la déviation et son pont, parce que c'était enfin une association qui défendait non pas simplement le précaré des uns et des autres, mais qui s'intéressait à des préoccupations qui nous rassemblent tous, là, je crois, donc la disparition, enfin la raréfaction des terres agricoles et des espaces naturels, comme vient de le dire mon camarade à côté, voilà, donc la disparition de la nature en général, et la nature, ça me semble quand même un élément important, puisque nous en faisons partie, nous sommes un mammifère, on l'oublie souvent, et on dépend de ce qu'on appelle la nature pour vivre, donc l'air, l'eau, mais aussi donc les forêts, qui ont plein de fonctions, même quand elles sont privées, elles ont des fonctions, même quand on n'a pas usage dedans, enfin des droits d'usage dedans, elles sont quand même intéressantes, notamment pour le climat. Voilà, donc moi ça m'intéresse, même voilà, si je ne profite pas directement de ces forêts comme celle de la Tingy, elle a quand même un impact paysager important, il y a quand même beaucoup de gens qui se baladent le long de la Loire, c'est pas par hasard, qui viennent se ressourcer, à pied, au vélo, etc. Voilà, donc ça c'est quand même important, il ne faut pas le négliger. Donc les forêts aussi privées, qui sont la majorité en France, mais elles ont quand même des fonctions très importantes, sociales et puis bien sûr écologiques. Là on pourra bien sûr développer, si on le souhaite, les aspects écologiques des forêts en général. Merci, c'est pas fini. On va discuter un petit peu de ces questions-là. En fait, une des choses dont on voulait discuter avec toi, c'était peut-être la question de la place des forêts dans l'écosystème en général, notamment les connexions avec la Loire.
Et puis le fait aussi que des espaces boisés plus restreints, comme le bois de la Tingie ou comme le bois des Comtesses, qui ne sont pas des forêts au sens où on entend habituellement, des grandes forêts domaniales sur plusieurs milliers d'hectares, qui posent un peu leur statut de forêt dans l'espace. Là, on a des petits bois qui font quelques dizaines d'hectares, mais qui ont aussi un rôle extrêmement important et qui est souvent négligé du point de vue de la connectivité écologique. Et notamment Fabrice parlait tout à l'heure de la question entre Loire et forêt, et je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un petit peu quel était le rôle de ces espaces-là pour la circulation et les connexions écologiques. Merci. Alors, je pense qu'il y a assez peu de connexions régulières entre les boisements et la forêt d'Orléans au nord de la Loire, dans le Loiret, et les bois de Sologne. Bon, ceci dit, il y en a, ça existe. Des relations régulières par des corridors naturels, moi j'en connais principalement un, c'est entre Dampierre et Ouzor-sur-Loire, parce qu'on a de grands bois privés, surtout un bois privé, en connexion avec la forêt d'Orléans, qui va jusqu'à la Loire, et en face on a des boisements assez proches, le Val est pas bien large en face, vers Saint-Élion-Jaillard, Lyon-Suzas, etc., là, à l'est de Sully-sur-Loire, et du coup on a des grands cervidés qui passent régulièrement là. Donc quand je dis grand cervidés, c'est le fer, hein, parce que les cervidés chez nous, enfin par ici c'est le cerf et chevreuil. Donc là il y a apparemment des connexions régulières, notamment au moment du brame, ou alors quand les animaux sont chassés à court, malheureusement pour eux, ben, il n'est pas rare que des animaux traversent, essaient de se réfugier d'un côté ou l'autre, enfin, quand ils sont chassés en Sologne à court, certains animaux tentent de regagner la Sologne en traversant la Loire. Voilà. Alors après les petits bois, effectivement c'est important pour la connexion entre ces grands massifs forestiers. Alors, je rappelle que la plupart des massifs forestiers, pas des boisements dans la Loiret comme un peu partout en France, ce sont des bois privés. Mais ils ont leur importance même quand effectivement ils sont déconnectés. Parce que, bien qu'il y ait assez peu de corridors, c'est-à-dire des éléments boisés notamment, qui permettent une relation courante entre les différents bois, entre les différents éléments, entre les différents biotopes en général, hein. En tout cas à travers la Loire. Alors ces bois, il faut savoir quand même qu'un jour ou l'autre, il arrive qu'ils soient recolonisés par des espèces, alors on l'a très bien vu, moi qui vis dans le Val depuis très longtemps, moi je suis né dans le Val, à Saint-Malo-sur-Loire, j'ai très bien vu beaucoup de petits bois qui étaient par exemple dépourvus de chevreuil quand j'étais gamin, qui sont aujourd'hui recolonisés par le chevreuil. Et voilà, c'est un exemple. Ça c'est grâce au plan de chasse qui a été imposé aux chasseurs, qui a permis la reconstitution de véritables populations. Et donc tout doucement, voilà, les animaux de bois en bois ont recolonisé, ont pu se répandre à nouveau sur des espaces où ils avaient disparu. Alors effectivement, à partir de ces bois, une espèce comme le chevreuil peut après avoir des relations avec des animaux au nord ou au sud de la Loire, c'est certain. Ça facilite, une fois que des petites populations se sont constituées comme ça dans des petits bois, les relations peuvent exister plus facilement quand il n'y a pas de véritable corridor, et du coup des échanges de populations, et donc d'un point de vue génétique, ça c'est intéressant. Donc voilà, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose à ce sujet-là, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut constater. Les petits bois, oui, ils sont absolument importants. Il y a beaucoup aussi de petits propriétaires, c'est ce qui domine en général, mais l'ensemble des petites surfaces qui les concernent forment parfois de grands massifs. Hein. C'est le cas en Sologne. En Sologne, on a à la fois des petites propriétés et des grandes propriétés. Alors la forêt d'Orléans, c'est un peu particulier, on dit un massif d'environ 50 000 hectares, mais ça, c'est si on tient compte des bois privés alentours. Mais il ne faut pas les négliger, effectivement. Les bois alentours qui sont relativement en connexion. Donc, alors ils ne sont pas gérés en général de la même façon que la forêt d'Orléans. La forêt d'Orléans, on pourra en parler si vous voulez, elle est avant tout gérée pour la production de bois de façon très intensive, c'est très critiquable aujourd'hui. Après, les bois privés, ça dépend des surfaces, ça dépend des propriétaires, ça dépend s'ils sont, s'ils ont une formation forestière ou non, et ça dépend aussi comment ils sont conseillés. Voilà. Je pense qu'il y a un assez bon conseiller, enfin j'ai un assez bon sentiment, c'est le centre de la propriété, le CRPF, c'est le centre régional de la propriété forestière, hein, qui va plutôt dans le sens d'une gestion à long terme, et notamment qui cherche plutôt à développer aujourd'hui un système irrégulier avec une multitude d'espèces, donc on se rapprocherait, je crois que c'est leur politique, vous me direz tout à l'heure si je dis une bêtise, ça ne veut pas dire que tout le monde va dans ce sens, hein, c'est-à-dire une diversité des âges, et des espèces au sein des mêmes parcelles. Ça c'est intéressant parce qu'on se rapproche, tout en prélevant des arbres, on se rapproche de la forêt, d'un écosystème forestier classique qu'on devrait avoir ici. Voilà.
Peut-être juste pour poursuivre une petite question complémentaire par rapport à ce que tu as dit, sur ton point de vue aussi naturaliste et ton expérience très sensible, je dirais, de la différence entre déboisement industriel, type ce qui peut se passer dans la forêt d'Orléans, des forêts très enraisinées où on n'a que du conifère planté en rang sur des hectares, et puis les forêts dans lesquelles, parce que par exemple on parle beaucoup de la question du vieux bois, des vieux arbres, mais je ne sais pas si tout le monde se représente exactement ce que ça veut dire écologiquement un vieil arbre. C'est pas juste un gros arbre, c'est toute une série de choses au niveau écologique, notamment des cavités, etc. Et puis la question du bois mort, enfin, voilà, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 2-3 anecdotes de ton parcours qui emblématise un petit peu ces choses-là, ces différences-là? Oui, je peux tenter effectivement de répondre à cette interrogation. Je vais partir de la forêt d'Orléans. En forêt d'Orléans, on pratique surtout ce qu'on appelle la futée régulière. Donc dans une parcelle entière, 23 hectares en moyenne, on rajeunit la parcelle d'un seul coup. Le jargon des forestiers, c'est régénérer. Ça veut dire que quelques années après avoir éclairci la forêt et conservé des semenciers qui vont produire donc des graines, eh bien, là c'est pour le chêne, ou les chênes, eh bien on va couper complètement, on va mettre à nu la parcelle. Alors elle n'est pas complètement à nu parce que, pour les forestiers en tout cas, parce que à la place des arbres, on a des grands arbres, on a un tapis de jeunes chênes, un semis. Voilà, le but en fait c'est de provoquer par l'éclaircissement, donc la venue de la lumière, l'apparition d'un semis important et son développement, et donc rapidement on coupe les vieux arbres pour que quand on les abat, ils n'écrasent pas le SMIC puisse se relever, quoi. Voilà, alors le problème c'est qu'on obtient une forêt donc sur une surface quand même assez importante, avec les arbres tous de même âge, et ils représentent quasiment tous une même espèce. Donc c'est pas très écologique ça. Je veux dire par là que normalement dans une forêt de plaine par exemple, on a une trentaine d'espèces mélangées, on peut avoir jusqu'à une trentaine d'espèces en mélange, et puis d'âge assez variés, et y compris au sein de la même espèce. Là c'est pas le cas. Donc tous les arbres vont grandir en même temps. Donc on aura toujours des arbres dans le même étage. Alors l'étage sera pas, vous comprenez, il va être de plus en plus haut. Voilà. Or ça c'est pas bon pour l'avenir de la forêt, pour son équilibre, parce qu'en fait il y a une multitude d'espèces animales notamment qui ont besoin de strates, donc d'étages différents pour vivre. Et ils ont aussi besoin, et beaucoup d'espèces ont besoin aussi de vieux arbres qui auraient 200 ans et plus, parce que les vieux arbres présentent des branches mortes et qui vont être creusées par des insectes, par des oiseaux, les pics, pour y faire leur loge. Et dans ces loges, ensuite, il y a aussi des bris de branches qui vont provoquer des pourritures, dans lesquelles on peut s'installer des champignons, des insectes, et dans ces cavités, que ce soit les cavités naturelles, entre guillemets, comme ça, ou les selles du pic, vont suivre un grand nombre d'espèces qui vont s'y loger, s'y reproduire, s'y abriter. Et donc ces arbres, en fait, dépérissants, voire morts aussi, eh bien, ils vont avoir un rôle très important d'accueil d'une grande partie de la faune, qui va jouer un rôle sanitaire sur la forêt. C'est-à-dire qu'il va, en consommant par le biais des chaînes alimentaires, en consommant un certain nombre d'espèces qui vivent au détriment, si je puis dire, des arbres, enfin en tout cas grâce aux arbres, donc ils se nourrissent de feuilles, de fleurs, de fruits, etc. Un grand nombre d'espèces qui vont vivre dans les cavités vont avoir un rôle de prédation sur des espèces qui peuvent avoir un impact négatif sur les arbres. Et donc un équilibre va se constituer. Alors, même si aujourd'hui l'ONF conserve quelques vieux arbres à l'hectare lors des coupes, ça ne représente quand même pas grand-chose par rapport aux besoins de ces espèces. Et puis, autre problème, on rajeunit l'exploitation environ à 150 ans, c'est-à-dire le cycle dure que 150 ans. Autrefois, c'était 200 ans et plus. Moi, quand j'ai commencé à travailler par ici, au début des années 80, c'était autour de 180-200 ans. Je crois qu'on en parle de révolution, entre deux coupes. Eh bien, entre le semis et la coupe définitive, aujourd'hui, c'est ramené à 150 ans. C'est pas du tout suffisant pour un grand nombre d'espèces. Beaucoup d'espèces dépendent d'arbres beaucoup plus vieux, quoi. Et alors, il y a une interdépendance entre les étages aussi, souvent. Par exemple, les mésanges ont besoin, la plupart des mésanges ont besoin de cavités de pic pour se reproduire, ou d'autres cavités d'ailleurs dans les arbres. Donc il leur faut des arbres pendant toute la période de production pour être présentes. Et ces mésanges, elles vont être utiles aux arbres, enfin c'est une façon de parler, en consommant des insectes sur le feuillage, sur les rameaux, y compris l'hiver. Et elles ne vont pas s'intéresser qu'aux gros arbres dans ce cas-là, elles vont aussi s'intéresser aux jeunes arbres. Et donc si le nombre de grands arbres, la densité des grands arbres
est insuffisante, les mésanges n'auront pas d'impact positif pour la forêt sur l'ensemble de la parcelle pendant toute la période de reproduction, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un gros souci. Autre souci, pour terminer sur la forêt, la fuite dite régulière. Aujourd'hui, pour simplifier le travail des ouvriers forestiers, on fragmente la forêt, on dit qu'on l'a mis un autre terme. On la cloisonne, merci, c'est ça, tout à fait. On fait des cloisonnements. Alors là, vous allez voir, enfin, je ne sais pas si vous baladez des fois dans la forêt d'Orléans, moi je ne fais plus pour le plaisir. Hein. Ça, pour moi, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. On fait des layons, donc des petits chemins de la largeur d'un engin, tous les 6 mètres. Donc il y a des bandes maintenant, où vous allez voir, vous pouvez voir, des bandes de forêt qui font 4 mètres environ de large, après, quand le SMI est comment dirais-je, présent au sol, après la dernière coupe. Hein. Voilà, donc les bandes, ce sont des bandes de forêt avec des chemins tous les 6 mètres qui font 2 mètres de large. Ça, c'est broyé jusqu'à temps que les arbres, par leur recouvrement, empêchent par l'ombre la pousse de petits arbres dessous, dans les lions, excusez-moi. Voilà. Alors ça serait pour faciliter le travail des ouvriers forestiers, pour dégager les semis, enlever tous les arbres, les ronces, etc., qui gênent l'arbre, l'espèce qu'on a décidé de faire pousser. Alors ça fait un tiers de la forêt broyée. Donc ça provoque un tassement du sol énorme, beaucoup d'énergie dépensée, vous imaginez pour ça. Ça doit, je suppose, entraîner la mort de pas mal de bestioles broyées dans ces layons, des reptiles, des bactéries, des insectes, etc. Voilà, problème. Et quand on me dit que, enfin quand on dit à tout le monde que les cervidés font des dégâts dans les forêts, je veux bien entendre, et notamment le cerf, mais quand on me montrera que le cerf détruit un tiers de la forêt, on pourra comparer, quoi. Voilà, alors, autre problème, les coupes, quand c'est sur des surfaces comme ça, de 23 hectares, c'est la moyenne en forêt d'Orléans, ça peut être moins sur d'autres forêts, elles affaiblissent la forêt, parce que la forêt se protège, est moins protégée par rapport au coup de vent. Hein, quand il y a des tempêtes, le vent s'engouffre dans ces coupes, et donc le vent prend de la force, et les arbres peuvent tomber en randonnion derrière, surtout s'ils ont tous la même âge, tous la même hauteur, parce que leur système racinaire est beaucoup moins développé que lorsque les strates sont diverses. Autre chose, ces parcelles-là sont très chaudes en journée, pendant la belle saison, et très froides en particulier, enfin la nuit, par les nuits claires, et surtout au printemps. Et au printemps, du coup, les jeunes arbres sont beaucoup plus sensibles au gel tardif. L'été, les arbres sont plus sensibles à la chaleur, et la forêt, en fait, se dessèche beaucoup plus vite. Alors, quand on nous dit, par exemple, souvent on nous parle de la forêt de Vierzon, en Sologne, qui dépérit, paraît-il, à cause du réchauffement climatique, moi je veux bien. Alors, on parle du chêne pédonculé. Moi, j'ai du chêne pédonculé dans mes haies que j'ai planté il y a 25 ans et 19 ans. Il se porte assez bien. Pourtant, c'est sur des sables et des monts duales. Alors, il faut savoir une chose qui n'est jamais dite, c'est qu'en forêt de Vierzon, on a fait une sélection à l'envers pendant des années. Je le sais par un agent forestier, un ami, qui a travaillé pendant des années. Son chef de secteur lui demandait, ainsi qu'à d'autres, d'éliminer systématiquement les arbres les plus précoces en feuillaison. Donc, non, le contraire. Ceux les plus tardifs. Parce qu'en fait, on sait une population, tous les individus ne se développent pas au même moment, de la même façon, notamment au printemps. Donc, quand je parle de la feuillaison, donc les feuilles n'apparaissent pas forcément au même moment chez tous les individus. Il peut y avoir environ un mois de décalage. Donc, le forestier en question avait observé, par mon copain, son chef, avait observé que des arbres donc développent leurs feuilles de bonne heure. Donc, il s'est dit, ceux-là, il vaut mieux les conserver et abattre les autres en priorité parce qu'ils vont sûrement faire plus de bois dans l'année. Eh bien, c'était le contraire. Parce que ces arbres-là, quand ils ont développé leurs feuilles, mais qu'il y a une gelée tardive environ un mois après, eh bien, ils perdent leurs feuilles. Donc après, il va falloir énormément consommer l'énergie stockée dans le bois, dans les racines et dans la périphérie du bois, pour reconstituer des feuilles, à partir des bourgeons normands. Et du coup, ces arbres-là se développent moins. Or, ce sont finalement ceux qui faisaient éliminer, qui pouvaient échapper au gel tardif et mieux se développer. Donc vous voyez, ça c'est certainement aussi une raison de dépérissement du chêne pédonculé en forêt de Vierzon. En tout cas, ça ne me surprendrait pas. Merci. Voilà, en fait, c'est souvent une mauvaise analyse, je crois, des phénomènes tels que, phénologiques, l'apparition et le développement des feuilles, qui peuvent expliquer, qui peuvent accentuer un phénomène climatique. Merci Denis.
végétalistes sont paradoxalement une conséquence du changement climatique. C'est un peu leurs dégâts, parce que on a des hivers doux et ensuite des gelées qui arrivent au printemps comme d'hab, mais avec des plantes plus développées. Alors du coup, il est 16h, à peine passé. On a exactement 1 heure de retard. Donc c'est pas mal. Sachant qu'on va pas peut-être faire la conférence de presse. Du coup, on va pas faire la conférence de presse parce qu'on l'a un petit peu fait sur le chemin et que nos amis les journalistes sont pas trop restés. Il y a des journalistes dans la salle? Bon, ben voilà, comme ça, c'est bien. On est entre nous. Et du coup, l'heure qu'on avait prévue pour faire la conférence de presse de 17h à 18h va pouvoir sauter. On va pouvoir terminer à 18h et enchaîner sur l'AG. Donc ça semble pas mal. On va pouvoir tenir notre timing. Et du coup, maintenant, on va passer à l'audition proprement parlée. Merci beaucoup. On vous propose de rester et de répondre aux questions ou avec nous si vous en avez envie à un moment donné, parce que là, on va passer à l'audition du village. Donc, si vous voulez rester là et participer avec nous aux réponses, il n'y a pas de souci. Et on va laisser Mathilde nous interroger. Et peut-être juste dire que s'il y a des gens du village dans la salle qui ont... Ouais. Parce que là, on est là parce qu'on a taffé sur l'organisation de ce truc, mais on n'est pas plus légitime que d'autres à prendre la parole. Du coup, s'il y a des camarades qui ont envie de répondre à des choses, soit vous venez direct, soit vous prenez la parole de là. Enfin voilà, on se... Comme on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas lequel d'entre vous je laisse la parole en premier, peut-être? Comme tu le sens. Ouais, je veux faire un historique. Tu peut-être tirer sur les points plus techniques. Oui, peut-être sur le juridique plutôt. Ouais. Allez. Est-ce que tu veux un historique de ces 25 dernières années ou est-ce que tu veux un historique récent? Récent, fais le récent, je l'ai en tête l'autre. Ok, alors l'historique récent, c'est au printemps, des membres de l'association Mardiéval, notamment propriétaires de certaines parcelles, enfin des parcelles concernées par le déboisement imminent, prennent contact par certaines manières avec des personnes qui ont formé ensuite le collectif du village de la Loire, en leur proposant d'essayer d'écrire un article sur ce qui est en train de se passer et en nous disant en fait qu'en gros ils savent plus quoi faire, ça fait 25 ans qu'ils luttent et que là le déboisement est imminent pour septembre-octobre, que ce déboisement il peut avoir lieu en septembre-octobre parce que avant ça c'est pas possible parce qu'il y a le balbuzard pêcheur, donc une espèce emblématique qui niche dans le bois, qui est là, et ensuite une fois qu'il est parti ils peuvent déboiser jusqu'à fin octobre parce qu'à partir de novembre il y a des chauves-souris qui sont censées hiberner et du coup on ne peut pas détruire les arbres. Donc déjà on est directement dans un calendrier qui est déterminé par en fait des protocoles, une juridiction qui essaye de prendre en compte de manière très hypocrite selon nous la biodiversité locale. Ils savent plus quoi faire parce qu'en fait ils ont encore des recours qui sont en cours et le truc le plus hallucinant, enfin c'est notamment beaucoup autour de ça qu'au départ on a beaucoup halluciné au niveau juridique, c'est sur la question de propriété, c'est qu'en fait c'est en vertu d'un arrêté d'occupation temporaire qui est donc un arrêté un arrêté préfectoral qui est porté par une loi qui date de 1892 et en gros qui parle de défrichement pour faire les travaux préliminaires, enfin qui permet d'autoriser les défrichements pour les travaux préliminaires sur les parcelles non encore expropriées. Et en fait, défrichement en 1892, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à défrichement en 2019 Il n'y avait pas les mêmes machines à l'époque, et en fait, aujourd'hui, pour eux, en fait, défricher, c'est déboiser, et c'est faire ce qu'on vient de voir pendant la marche. Donc on se retrouve quand même dans un contexte assez particulier où dans une société capitaliste où le régime de la propriété est le régime qui règne, on peut déroger à ce droit sacré pour le bien commun, qui est en l'occurrence du béton et un pont, pour détruire une forêt avant même d'avoir pas rémunéré, mais indemnisé et exproprié, et malgré une expropriation litigieuse, parce qu'en fait si l'expropriation n'est pas terminée encore aujourd'hui, c'est parce que en fait ils sont pas d'accord, les propriétaires, pour vendre leur parcelle. Donc ça prend du temps, et donc l'expropriation prend du temps, et en fait eux ils étaient pressés parce que justement du fait de la présence du balbuzard pêcheur une bonne moitié de l'année dans le bois, eux ça leur empêche, donc si là ça n'avait pas réussi en septembre-octobre, ils auraient dû attendre encore un an en termes de calendrier, hibernation puis retour du balbuzard pêcheur qui migre, voilà. Donc on se retrouve face à ça et on se dit d'emblée ok, on a un arrêté d'occupation temporaire sorti de nulle part qui permet de faire ça.
Du coup, on se dit, ok, il n'y a pas grand-chose de possible de faire au niveau juridique, au niveau du timing. On contacte quand même un nouvel avocat, maître Samuel de Lalande, qui est un camarade aussi par ailleurs, et qui est très compétent sur ces questions de grands projets inutiles pour avoir notamment été assez actif autour de Bure et autour d'un autre bois. Et on constitue une équipe juridique, donc ça c'est la base en fait de toute lutte aujourd'hui contre un projet inutile. Tout commence, je ne vais pas arrêter de le répéter cet été, tout commence par un recours. Et le recours, qui c'est qui peut le faire? C'est pas beaucoup de monde, c'est les propriétaires des parcelles concernées et des associations qui sont estampillées et capables de faire ces recours. Là pareil, il y a un problème, c'est que en fait, des gens de Mardier, qui ne seraient pas propriétaires ou membres d'une association estampillée environnement, ne pourraient pas porter un recours contre ce projet. Et donc du coup, l'accès populaire à la lutte, d'emblée, est problématique, ce qui fait qu'on se retrouve dans les situations où on accuse les gens de l'association et les propriétaires des parcelles de défendre leur jardin et d'en avoir rien à faire du bien commun. Donc on est dans cette situation où il y a une manipulation claire de la population locale, où on raconte des histoires sur les propriétaires, il faut le dire, pour faire croire qu'en fait eux, ils font que défendre, et ça c'est un grand classique, on appelle ça not in my backyard, pas dans mon jardin, en faisant croire qu'en gros, ces gens-là sont des gros réactionnaires qui n'en ont rien à faire de la souffrance des gens à côté d'eux, qui ont vraiment absolument besoin de ce pont. Donc on est dans cette situation locale où on a l'impression que c'est difficile de parler, il n'y a que la République du Centre en presse papier qui est diffusée, voilà, on connaît l'état de la presse régionale, il y a difficulté de faire parler, et on est face à des gens qui lutent depuis 25 ans et qui ne savent plus quoi faire, quoi. Ils ne savent plus quelle sonnette tirer, avoir un article dans le Canard, ça serait la panacée pour eux, et on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, voilà, nous on est quelques-unes, à avoir un peu d'expérience sur des gens qui se sont rencontrés sur les marches pour le climat pendant l'hiver à Orléans, des gens qui se sont rencontrés sur des lieux de lutte par ailleurs un peu partout en France, qui se disent ok, en fait là cet endroit il est juste extraordinairement magnifique, on peut pas laisser faire ce projet comme ça, et en fait du coup on va appliquer une espèce de méthode qui commence à être rodée de mieux en mieux, c'est-à-dire attaquer un grand projet inutile depuis 4-5 personnes et une association historique et un juriste motivé, et on dit on y va, quoi. Et on va voir ce qui va se passer. On sent bien que localement quand même on a possibilité d'attirer du monde, donc on se dit on va faire un campement, on a la chance d'avoir, donc on fait alliance avec les propriétaires, qui se trouve être une grande famille de châtelains, mais c'est une grande famille avec plein de petites familles dedans, on va dire. Donc on fait alliance avec eux, ils nous prêtent un terrain à 500 mètres du tracé, on monte un campement et on monte un événement d'une semaine, un campement autogéré, pour essayer au maximum de faire venir du monde et pour rendre cette lutte dès le départ appropriable par d'autres personnes que nous, le petit groupe qui avons des connaissances et des réseaux qui nous font nous sortir suffisamment fort pour porter ce truc-là, quoi. Et du coup, pendant une semaine, on a vécu du 12 au 18 août, cette semaine qu'on a appelée le village de la Loire, où on a organisé des tas de discussions en lien au projet pour capaciter les gens sur les questions clés du projet, pour commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire de la contre-expertise, comment est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher ce qui se passe juridiquement, pour aussi évidemment défendre le bois avec l'approche imminente de la date du déboisement, donc 2 semaines après la fin du village. À la fin du village, on parle aussi beaucoup, je passe rapidement, on se constitue en assemblée, qu'on a appelé du peuple de la Loire, je ne vais pas m'étendre sur ce point-là parce que ce serait trop long. On se dit ok, on se donne 2 semaines là pour organiser un deuxième week-end événement, juste la veille du lancement de la date possible de déboisement du bois, qu'on a appelé la bulle de fête. Et là, 2 jours assez intenses où on fait à la fois une grosse formation juridique avec une après-midi entière avec Samuel de Lalande qui vient faire un point sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau juridique. Donc là, Alan pourra en parler plus longuement tout à l'heure. Et pour symboliquement implanter une centaine de bâtons devant le bois en signe de notre détermination à défendre ce bois. Et on met en place, comme on peut, en se disant, on espère qu'ils vont venir au mois d'octobre, qu'on va avoir le temps dans les semaines à venir, on met en place des vigies. On met en place un système qui se met en place dès le 2 septembre où en fait on surveille et en lien avec c'est ça qui était formidable, en lien avec des gens locaux, avec de la population locale qui est venue avec nous à des matins à 6h du matin surveiller le bois, etc. On met tout ça en place et on se dit voilà, on va bien voir ce qui va se passer, on construit des cabanes dans les arbres et on se dit on essaye de mettre en place une petite opération de guérilla de protection, quoi. Et puis le 11 septembre au matin, ils débarquent avec, alors là c'est une espèce de mise en scène, nous on s'attendait vraiment pas à ce qu'ils arrivent à cette heure-là, comme ça, à 7h du matin, il y a...
Ouais, à 6h du matin, on a l'alerte, enfin 6h30. 6h30, on était donc 3 à avoir campé et 2 personnes du village qui étaient venues faire la vigie à 6h du matin. À 6h30 du matin, on se fait réveiller, les quelques-uns qui dormaient encore, et on arrive sur place, avec donc aussi Jean-Marie Salomon, président de l'association Mardéval. On arrive sur place directement à l'entrée du bois, côté nord, côté de la route, avec le papier, avec le protocole de respect des espèces protégées dans la main, et on va directement voir, parce que là, en fait, ce qui est en train de se passer sous nos yeux... ah oui, avant ça, pardon. Avant d'aller à l'entrée nord, on prend la voiture, on passe par la petite route dans la forêt, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 4 bûcherons qui sortent d'une vieille Opel toute pourrie, qui sont en train de remplir de l'essence dans leur tronçonneuse, et qui sont en train de rentrer dans le bois. Et on leur demande leur papier, ils parlent pas français. On leur demande pour quelle entreprise ils travaillent, ils savent pas nous répondre, et on leur dit, vous avez rien à faire là, vous dégagez. Ils dégagent. Donc on a déjà ce premier truc, on dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est le premier, on a l'alerte, on n'a pas encore vu les flics, directement le premier truc qui se passe c'est en fait il y a 4 types qui sont dans une vieille voiture dont on ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort, immatriculée en France quand même, et on leur demande ce qu'ils font là, ils ne savent pas nous répondre. Donc, déjà ça ne met pas trop la confiance sur le fait qu'il y a une conscience de ce qui est en train de se passer. On va à l'entrée du bois, on regarde ce qui est en train de se passer, et là en fait c'est très simple, il y a d'abord des géomètres avec un GPS qui rentre avec de la rubalise dans une main, le GPS dans l'autre, qui rentre dans le bois et qui trace, comme ça. Derrière eux, il y a des écologues qui commencent à taguer quelques arbres pour signifier des choses dont on ne sait pas trop exactement ce qu'elle veut dire. Sûrement, ça veut aussi désigner des arbres qui doivent abriter des chauves-souris. Et une demi-heure plus tard, c'est parti. Les machines sont en place au nord du bois. Les bûcherons ont rejoint les grosses machines, les bûcherons en question, qui ne parlent pas français. Et on assiste là, comme ça, un peu dépité, à se dire mais en fait, attendez, là, il y avait un protocole de respect des espèces protégées qui notamment stipulait qu'il devait faire des protections antibatraciens. Les protections antibatraciens, ils les avaient faites sur tout le long du tracé pour bien montrer qu'ils protégeaient les espèces, mais pour ce qui est de les mettre dans le bois avant de couper, avant d'y aller comme les bourrins, ça, ils l'ont pas fait. Donc on est là et on dit mais regarde, donc il y a d'autres points là, je ne les ai pas tous en tête, Alan pourra peut-être les répéter tout à l'heure, mais en gros, plutôt sur la forme, en gros nous on va voir la commandante de police qui est là pour faire en sorte que les travaux se passent bien et on lui dit mais regardez là, ça et ça, c'est pas respecté en fait. Elle nous dit ben moi je suis pas là pour ça, moi je suis là pour sécuriser le chantier. Et si vous avez un problème, allez porter plainte à la mairie, au commissariat de Chessy juste à côté. On fait mais attendez, en fait vous êtes censé maintenir l'ordre et faire attention que tout se passe bien, et en fait là ça se passe pas bien en fonction de ce qui a été écrit. Vous êtes en plus sur une parcelle qui n'est pas expropriée, juste 2 secondes, ok, vous êtes dans vos droits par rapport à... Mais en fait vous pourriez considérer le fait que peut-être qu'il faut arrêter les travaux 2 secondes et qu'on s'assoit au bord du chemin et qu'on regarde ce qu'on peut faire pour protéger les espèces, voilà. Mais rien de tout ça. Tout ce qui était, donc c'était une brigade du PSIG, une brigade antiterroriste qui était là pour faire en sorte que nous, on n'empêche pas les travaux de se passer. Et toute la journée, alors on a fait ce qu'on a pu, on était 40 à 10h du matin, alors qu'on était 5 à 7h, donc c'était déjà pas mal, malgré tout, notre organisation de guérilla, là. Et on a donc du coup réussi à bloquer pendant plusieurs heures un énorme tractopelle qui arrivait par la petite route par laquelle on passait devant le château, une abatteuse, ouais. On a mis des gens dans les arbres, donc alors là c'était comble la situation, c'est qu'évidemment pendant les 2 jours qui ont suivi, ils ont détruit tous les arbres, ils ont laissé les 3 arbres qu'on a mis des cabanes dessus debout, et puis bon, voilà, les copines qui étaient dans les arbres, ils étaient tout seuls au milieu du désert au bout de 2 jours, quoi. Et puis on a essayé de se bloquer, de s'arnacher aux arbres, etc., et de voir ce qu'on pouvait faire. Voilà. Comment ça s'est passé. Et puis en 2 jours, c'était bouclé, en gros, pour le gros du travail. Et depuis, ils n'ont pas arrêté de continuer à être là, comment on dit, moudre, je sais pas comment on dit, à passer à la broyeuse. Ils ont déboisé ensuite la semaine suivante l'île, comme ça, sans prévenir les associations qui sont censées être prévenues quand il se passe quelque chose sur les îles, parce que là, on n'est pas du tout sur le même type de... On est sur le domaine public, c'est pas du tout la même histoire. Et là, la semaine dernière, ils ont détruit, ou la semaine d'avant, du coup, je sais pas, si la semaine dernière, en fait, ils ont détruit l'autre parcelle au sud de la Loire, le petit bout de bois qu'il y avait au sud de la Loire. Donc nous, on en est là. C'est-à-dire, il y aura l'année prochaine, enfin d'ici l'hiver-printemps, il n'y aura que des souchages et fouilles archéologiques de ce qui a déjà été détruit, selon leur planning, et ensuite, on ne sait pas trop. Il n'y a pas encore d'entreprise mandatée. Il y a 3 entreprises présélectionnées, je vous les donne dans le mille. Bouygues de Vinci et... Eiffage, non? Non, pas Eiffage, Baudin-Châteauneuf. On a du local. Qui est donc une entreprise on a du PTP local dans le département du Loiret, et donc du coup, nous, on pense que c'est quand même eux qui vont être choisis. Voilà.
Et en fait, on n'en sait pas plus que ça, parce que c'est comme c'est eux qui décident du calendrier. Nous, on est un peu là, on sait les municipales, on est quand même sur et donc c'est pour ça qu'on médiatise, et c'est pour ça qu'on veut être hyper offensif pendant les municipales, aller interpeller les gens à Gien, à Montargis, à l'autre bout du département, pour leur dire 100 000 € pour un pont qui sert 100 millions. Pardon. Excusez-moi, 100 millions d'euros, un an d'investissement du département pour sauver la vie, comme tu as pu le constater, des gens de Jargeau qui sont... c'est horrible pour eux la vie depuis 25 ans et ce pont va tous les sauver. Donc ça peut peut-être poser question à des gens qui habitent loin d'ici et qui se disent que 100 millions d'euros, tout ce qui est investi du département, tout l'argent des collectivités territoriales qui misent dans un projet comme celui-là, voilà, on a peut-être quand même des arguments, surtout que tous les membres du conseil départemental qui portent le projet aujourd'hui, sauf un qui est un camarade de Thierry Solé, qui n'est pas présent aujourd'hui, je crois, sauf un, ont tous été élus sans parler du projet de pont. C'est-à-dire qu'ils ont été élus sans avoir de mandat sur des collectivités territoriales extérieures à ici. Et donc en fait, ils portent un projet pour lequel ils n'ont pas été élus, en fait, tout simplement. Sans compter en fait, et en plus l'étalement de 25 ans, où c'est tellement de versions différentes de ce projet qui ont existé au fur et à mesure, des trucs que les gens ils ont oubliés, enfin voilà, c'est l'entremêlement d'une mémoire un peu fragmentée comme ça, où c'est dur pour nous aussi de lire et de bien comprendre. Et par contre, ce qui est en même temps très beau, c'est qu'on fait, et on a créé du lien avec les associations historiques, avec les gens du coin, et ça marche, et on est vraiment heureux d'avoir là un grand mélange de gens devant nous, qui pour la plupart participent aux AG et viennent pas du tout des mêmes endroits, ne se connaissaient pas forcément avant alors qu'ils étaient plus ou moins voisins, et donc c'est la beauté, la richesse de ce qu'on entretient, avec entre 30 et 100 personnes par AG depuis 2 mois, et voilà, maintenant on va gagner, en fait, on va les empêcher de faire ce projet, et ils sont pas sur le terrain. Ah oui. Tu voulais peut-être... Ouais. Moi j'ai écrit une proposition de loi en attendant. Génial, c'est exactement de ça dont on a besoin. Avant peut-être de venir aux recommandations législatives, parce qu'on filme cette audition aussi, et donc qui servira aussi pour l'ensemble de la commission d'enquête, peut-être que ça serait important de revenir aussi, donc là tu as très bien décrit les jours précédents, l'opposition citoyenne qui s'est créée. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'aberration qu'est ce projet aussi, parce que quand je vois, donc c'est un projet qui est vieux de 25 ans, quels ont été les processus donc, de décision éventuelle avec les citoyens, avec des éventuelles instances. Je vois que le Parlement européen en a parlé je vais vous redire, en 2007, si je crois. Il y a des rapports qui ont été faits qui montrent que ce projet est une aberration. Je crois que ce projet, au départ, il avait été estimé à 13 millions, on se retrouve avec 100 millions. Il y a des propositions alternatives qui ont été faites, notamment d'une passerelle piéton-vélo sur un des ponts sur lequel il aurait été un danger. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus pour que tout le monde comprenne bien les enjeux aussi, et de pas seulement l'opposition, de préserver un espace qui est vital pour l'écologie et pour la survie de l'espèce humaine aussi, mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi une aberration économique derrière ce projet-là? Est-ce que quelqu'un veut répondre ou est-ce que tu veux ouais. Tu veux commencer? Ouais. Alors, je veux bien commencer, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, il ne faudra pas hésiter à lever la main si vous voulez intervenir. Les uns ou les autres, les unes ou les autres. Oui, au sujet des alternatives. Bon, moi, j'ai habité Jargeau, et auprès d'un boulevard. Donc, je connais une grande partie des soucis de ceux qui sont plutôt favorables, à la déviation et à un nouveau pont. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques reproches en fait qui sont faits au trafic, liés au pont qui permet la traversée de la Loire entre Saint-Denis-de-l'Hôtel et Jargeau. Alors, dont se plaignent les gens, et ça je l'ai vécu, c'est le bruit, et notamment le bruit des camions. Alors les camions font en général effectivement plus de bruit, ça dépend de leur vitesse toutefois, qu'une voiture. Alors, bon, ça a des conséquences, surtout quand c'est une vieille maison, oui, quand c'était une vieille maison, du 19e ou voire avant, plus vieille, plus ancienne. Chez moi, les vitres
tremblaient hein, à cause du fait d'abord qu'elles sont minces, ou elles étaient minces, donc je pense pas que ça change aujourd'hui. Et le mastic était en grande partie détruit, dégradé, donc effectivement, donc ça c'était déjà un premier souci. Et puis on ne pouvait pas vraiment bénéficier des beaux jours pour aérer et respirer, pour aérer l'appartement et respirer, parce que là le bruit effectivement était vraiment très perceptible. Et puis aussi, ce dont ne parlent jamais les gens, c'est l'odeur des gaz d'échappement. Enfin, l'odeur est plus encore. Voilà, donc pollution sonore, surtout, ça c'est vraiment une gêne qui est toujours mise en avant. Et puis donc les gaz d'échappement, on n'en parle jamais, c'est assez curieux, pourtant c'est un gros problème, ça engendre un gros problème de santé, donc c'est quand même désagréable de sentir des gaz d'échappement. Alors, à ce sujet, on peut résoudre le problème de deux façons. Sur les principales voies d'accès au pont, donc la RD 921 et la RD 951. C'est de limiter la vitesse. Alors on sait très bien que limiter la vitesse avec des panneaux, c'est pas suffisant. Donc il y a encore quelques endroits sur ces deux routes où les véhicules semblent rouler encore trop vite, c'est-à-dire dépasser les 50 à l'heure ou les 30 à l'heure là où c'est limité à 30. Eh bien on sait que ce n'est pas les panneaux qui sont efficaces, hein. La peur des gendarmes bien sûr, mais c'est pas suffisant. Ce sont les aménagements. Et il y a beaucoup d'aménagements qui sont installés sur ces parcours là, donc des dodanes, surtout des plateaux surélevés aussi, des feux, et puis des chicanes. Et je vous assure que là où c'est installé, ça marche. Donc pourquoi ne pas les multiplier? Ça c'est une première solution. Autre problème, on nous dit insécurité aux abords des écoles. Alors ça c'est complètement faux, parce que, sauf à un endroit, c'est sur Jargeau-Saint-Denis toujours, hein, que c'est évoqué, il y a un seul endroit où ça persiste, c'est à l'entrée du collège de Jargeau et de l'école Faubourg-Berry. Et là, c'est la route de Tigy qui passe, la D14, non, moi je ne sais plus son nom exactement, enfin peu importe, la route de Tigy. Voilà, il se trouve que les véhicules passent là. Or, au sud du collège, il y a une route aussi qui est en connexion avec la route de Tigy. Donc pourquoi ne pas utiliser cette route, pourquoi voilà, que ça ne devienne pas la route de Tigy? On se demande bien pourquoi. Sinon, autre solution, les élèves qui arrivent en car, comme c'est leur entrée, donc au sud du collège, pourquoi ne pas faire une seule entrée au sud du collège? Et l'entrée actuelle, qui est aussi l'entrée de l'école Faubourg-Berry, pourquoi ne pas la faire Faubourg-Berry là où elle était avant, puisque maintenant la route est relativement sécurité, c'est-à-dire qu'elle est à un seul sens maintenant, et avec des chicanes. Donc là, les voitures vont vraiment pas vite, je vous l'assure, je prends cette route de temps en temps. Donc voilà, à part cet endroit-là, il y a encore à l'heure actuelle, Faubourg-Madeleine, un petit souci parce qu'il y a des travaux du côté de l'entrée est, qui normalement est l'entrée normale des élèves, donc en dehors du boulevard, en dehors de la D951. Et à cause des travaux, donc les élèves utilisent aujourd'hui l'entrée ancienne. Mais il y a un feu qui marche très bien, puis dès qu'on arrive trop vite, le feu passe au rouge. Et il y a aussi une personne employée par la ville de Jargeau qui fait le passage, qui sécurise donc le passage des élèves. Donc franchement, c'est pas un souci. Sur Saint-Denis d'Hôtel, là aussi, aucune relation entre les entrées d'école et les voies importantes qui convergent avec le pont. Voilà, ensuite, alors il y a cette insécurité, on nous dit, et c'est vrai, sur le pont. Alors, quelle est l'insécurité qu'on remarque? Alors, que les gens ressentent, ce sont effectivement, ça a été dit tout à l'heure, les piétons. Alors, il y a des des grands trottoirs de chaque côté, largement assez larges pour qu'il y ait un trafic dans les deux sens de piétons. Le problème, c'est que beaucoup de cyclistes se sentent en insécurité à cause du trafic des voitures. Et c'est surtout pas au moment, enfin moi à mon avis, c'est pas au moment où il y a le plus de voitures, parce que là, les voitures roulent au pas. C'est d'ailleurs un problème qui est souvent toujours mis en avant. Le manque de fluidité, c'est vrai. Moi, je suis un usager du pont de façon irrégulière, mais chaque semaine, mais voilà, pas tous les jours de la même façon. Oui, il y a des bouchons. C'est en général une dizaine de minutes. Alors beaucoup vous disent c'est une demi-heure et plus. Ça, c'est extrêmement rare. En général, c'est autour de 10 minutes, bon, aux heures de pointe. Alors, les piétons sont en insécurité parce que la plupart des cyclistes roulent en réalité sur les trottoirs, dans les deux sens de chaque côté, et du coup, effectivement, ils sillonnent entre les piétons, et les piétons risquent tout d'un coup d'aller marcher sur une voie et de se faire écraser. Bon. Donc ça, une solution, et ça a été mis en place dans différents endroits en France, et donc pas loin ici, sur un pont important à Olivet qui franchit la rivière de Loiret, c'est une passerelle réservée. Moi je pense plutôt d'ailleurs aux cyclistes, et du coup les trottoirs seraient libres pour les piétons. Bon. Ça ne coûtera pas, excusez-moi, 100 millions d'euros tout ça. Autre chose par rapport au bruit, j'ai oublié, on est
capable de construire, de produire un revêtement routier qui absorbe le bruit du roulement des pneus, parce que une grande partie du bruit des véhicules, c'est les pneus. D'ailleurs, quand il pleut, vous devez entendre que ça fait beaucoup plus de bruit, si vous voulez calmer. Donc, si on roule à moins de 50 à l'heure, il n'y a pas de risque de dégradation importante de ce substrat, si vous voulez, qui permet une diminution importante du bruit. Donc, ça pourrait être résolu comme ça dans les bourgs. Puisque les voitures, normalement, ne roulent pas à plus, surtout s'il y a des aménagements. Puis je termine juste un instant. Il y a un manque de fluidité. Mais alors ça, c'est vrai, sur le pont, aux heures de douane. Mais on n'a jamais rien fait pour que ça s'arrange, bien au contraire. Or, il semble qu'on pourrait commencer par penser à des giratoires. Alors on avait dit règlement de feu aussi, bien sûr. Il n'y a pas de feu au sud, donc ça déjà c'est aberrant pour réguler la circulation, donc sur Georges. Mais il serait peut-être envisageable de penser à des giratoires, et notamment au nord. Bon bah là, hors de question, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a jamais été étudié, mais surtout on ne peut pas développer ces aménagements, parce que sinon le projet serait plus justifié. Merci. Du coup, pour compléter ce que tu viens de dire, Denis, merci. Peut-être juste parler des points réglementaires en fait, qui sont problématiques dans le déroulé de la procédure. C'est-à-dire qu'il y a, pour nous, ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a aucun moment où il y a un réel contre-pouvoir qui s'exerce, une contre-expertise qui s'exerce. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans un dossier d'étude d'impact, tous les cabinets qui sont contactés sont payés par le maître d'ouvrage. C'est au maître d'ouvrage qui incombe la responsabilité de montrer et de payer, ça c'est le côté cool, mais le côté moins cool, c'est que vu qu'ils payent, les cabinets privés qui font les études, on peut les douter de la pleine sincérité. C'est-à-dire, est-ce que quand vous êtes un cabinet d'études, si vous faites à tous vos clients des études hyper vénères sur l'état de la biodiversité et l'impact des projets, est-ce que vous allez avoir beaucoup de clients si vous leur faites payer ça 100 000 balles? C'est pas gagné. Donc après, il faut trouver des façons d'avoir l'air sincère, etc. Mais on peut en tout cas douter de cette question-là. Ce qui impliquerait une forme de contre-pouvoir qui pourrait être le rôle de l'État, typiquement, ou de forme citoyenne, ça c'est après à décider, qui existe en fait via des instances comme le CNPN, le Conseil national de protection de la nature, l'avis de l'autorité environnementale. Il y a des dispositifs qui sont prévus, sauf que tous ces dispositifs, ils sont strictement consultatifs, et qu'en plus, les données qui sont à la disposition de ces institutions-là pour décider sont fournies par le maître d'ouvrage. Il n'y a aucun moment où elles peuvent demander des compléments, mais les compléments aussi vont être fournis par le maître d'ouvrage. Donc toute la charge de la preuve incombe à ces institutions-là. C'est ça qui est très compliqué. Il y a un déséquilibre en termes de contre-pouvoir. Et nous, dans les procédures juridiques, les associations, là c'est très difficile de faire valoir des contre-inventaires et des choses comme ça, parce qu'on n'a pas de légitimité à le faire. Donc ça c'est un problème. Il y a un problème d'indépendance qui a été de l'autorité environnementale aussi. Puisque là, dans le cas présent, c'est l'avis de l'autorité environnementale a été signé par le préfet de région, qui est aussi le préfet du Loiret, qui est aussi la personne qui autorise les travaux. Donc bon, ça maintenant c'est plus ou moins interdit par une application d'une directive européenne, mais c'est quand même assez compliqué. Voilà, il y a là clairement un doute sur l'autonomie des différentes institutions qui donnent leur avis. Et puis il y a le caractère suspensif ou non de ces avis-là. Donc, et là, typiquement pour le cas dont toutes les alternatives dont parlait Denis, pour ce qui est du projet, on peut vraiment aussi douter du fait qu'elles aient été étudiées, puisque le cabinet lui-même, le cabinet Saunier, qui a fait l'étude d'aménagement alternatif, il dit lui-même que ces aménagements ne sont pas issus d'une concertation, que tous les acteurs n'ont pas été concertés, et que du coup, les propositions d'alternatives sont une première ébauche. Donc là, le département se base sur une ébauche de recherche de solutions alternatives pour dire, en réalité, dans l'arrêté préfectoral, il n'y a pas de solution alternative. Ce qui est la condition pour faire un projet de ce type. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est aussi ce qui empêche finalement, qui rend possible pour des maîtres d'ouvrage de se lancer dans des trucs comme ça, avec très peu de limites. Après, il y a d'autres points, je ne sais pas si je rentre dans le détail. Si, vas-y, c'est intéressant. Ouais, bon. Parce que du coup, je notais pendant que Nance parlait les différents points finalement qui pourraient faire l'objet de dispositions légales ou réglementaires. Le premier que je vois, c'est cette question de comment on peut rester en justice en tant que citoyen ou en tant qu'association.
Et je me dis peut-être que ce serait intéressant que dans le cas où des espaces protégés sont concernés, là on est quand même sur un espace patrimoine mondial de l'UNESCO, on est sur un espace qui est aussi Natura 2000, donc dans lequel il y a des espèces qu'on considère comme patrimoniales, et des habitats qu'on considère comme patrimoniaux, donc qui sont de l'ordre du bien commun, et bien qu'à partir du moment où des espaces de ce type-là sont concernés par un projet, tout citoyen puisse déposer un recours en justice.